Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu différent puisque Olivia Charlet, ma nutrithérapeute, répond à certaines de vos questions. J'ai divisé en 2 épisodes pour que ce soit plus assimilable et que vous ayez le temps de bien digérer toutes les informations qu'elle vous donne en profondeur. En effet, on a le droit à un vrai cours sur le fonctionnement de notre système digestif et c'est passionnant. Mais il faut de la concentration. Dans ces 2 épisodes, on aborde sérieusement les problèmes de digestion, de putréfaction intestinale, ça donne envie, de candida, comment celle-ci peut changer le pH. Olivia nous parle d'hypersensibilité intestinale, de l'acidité de l'estomac, d'inflammation, de la barrière immunitaire intestinale, de la sensibilité à l'insuline. Elle nous explique d'où partent les maladies auto-immunes et nous donne des conseils pour mieux digérer, les différents tests à faire quand on a de gros problèmes de digestion, pourquoi il faut investir sur sa santé, comment réparer la paroi intestinale, pourquoi les grands sportifs comme les triathlètes ont souvent des problématiques d'hypersensibilité intestinale et des problèmes intestinaux, comment mieux gérer les pulsions sucrées et comment booster sa fertilité. Elle nous cite également les protéines dans un régime cétogène, et notamment vegan et cétogène, pourquoi le soja est un super aliment. On parle d'endométriose, d'hypothyroïdie, d'hyperthyroïdie, de la vitamine D et de son dosage, pourquoi elle est si importante que ça, et enfin, on aborde des thèmes assez compliqués comme l'alopécie et ses carences les plus fréquentes, ainsi que le syndrome thyrogastrique. Elle n'a évidemment pas pu répondre à toutes vos nombreuses questions, mais ne vous inquiétez pas, je pense faire régulièrement un épisode de questions-réponses avec différents spécialistes de la santé. Dites-moi si ça vous intéresse, j'aimerais bien connaître votre avis. À côté de ça, ça va de soi, mais je préfère préciser qu'Olivia ne peut que vous donner des pistes, mais pas des réponses exactes, dans la mesure où elle n'a évidemment aucune info sur vous. Donc bonne écoute, et n'hésitez pas à me laisser un avis sur l'appli podcast d'iTunes, ou me dire ce que vous avez pensé de l'épisode sur ma page Instagram. Poutou! Bonjour Olivia! Bonjour Léna. Alors aujourd'hui, on va faire un Q&A avec toi, la nutrithérapeute spéciale de Horizon Podcast. On va commencer d'abord avec le système digestif. Comment apaiser mon système digestif ? J'ai 30 ans et j'ai mal au ventre depuis toujours. Ça me rappelle quelqu'un d'ailleurs. Mais c'est l'enfer ces dernières années. Ballonnement, besoin d'aller aux toilettes régulièrement, etc. J'ai arrêté le gluten et les produits laitiers et pourtant rien n'y fait. J'ai aussi beaucoup de poids en trop que je n'arrive pas à perdre. En fait, je suis désespérée. Ah oui, j'ai des problèmes de peau, bien évidemment. D'accord. Bon, il y a beaucoup de choses. D'accord. Alors, les problèmes du système digestif sont assez complexes. Donc, effectivement, c'est vrai qu'il faudrait poser encore plus de questions que les réponses que j'ai là. Bien sûr, ça reste général. Voilà. Mais ce que je peux dire, en fait, c'est que ça ne se limite pas à enlever le gluten ou les produits laitiers. Mais c'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début. Le problème que je comprends là dans la question, c'est que effectivement il y a des problèmes de ballonnement, donc il y a des problèmes au niveau de la flore intestinale qu'on appelle aujourd'hui le microbiote. Donc là, le microbiote est perturbé, c'est clair, donc il va falloir travailler dessus. C'est vrai que ça serait bien de faire, moi je travaille avec des analyses, donc faire une analyse du microbiote, c'est les métabolites fongiques et bactériens. Donc ça c'est intéressant parce que ça permet de voir si la personne a des problèmes de putréfaction, donc liés aux protéines. Comme moi, bonjour. Ou si ces problèmes de ballonnement sont liés en fait à des bactéries de fermentation ou une candidose qui entraîne justement des envies de féculents et de sucre qui sont en excès parce qu'ils ne sont pas absorbés au niveau de la muqueuse intestinale, donc ils ne vont pas être utilisés pour faire de l'énergie et qui vont en fait devenir entre guillemets des déchets qui vont nourrir une flore pathogène. Et cette flore pathogène, pour dégrader ces aliments, elle fait des réactions chimiques. Et ces réactions chimiques, ça fait des gaz. Donc on ballonne. Ça veut dire effectivement qu'il y a un déséquilibre au niveau du microbiote. Et pareil avec les bactéries de putréfaction. Si on mange beaucoup de protéines ou si on les digère mal, ou si on n'a pas beaucoup d'acide dans l'estomac, ou si on mastique pas, ou si on est stressé en permanence, donc il y a beaucoup de choses à travailler, à regarder. Les causes peuvent être multiples. Qu'est-ce qui se passe ? De la même manière, les protéines ne sont pas découpées en acides aminés, parce qu'au niveau de la muqueuse intestinale, ce qui doit passer, en fait, c'est uniquement les petites molécules, donc acides gras, acides aminés et oses pour les sucres. Et si c'est mal découpé, déjà, ça va créer des problèmes d'hypersensibilité alimentaire. C'est pour ça que souvent, on recommande d'enlever le gluten, qui est une protéine des céréales, et la caséine, qui est la protéine du lait, mais ce n'est pas les seuls qui peuvent être en cause.
Mais c'est surtout que tout ne passe pas et va créer des réactions inflammatoires au niveau de l'intestin, c'est que ça continue son chemin. Et où on a le plus de bactéries, parce qu'on n'est pas seul, hein, comme je dis toujours, il faut bien choisir ses amis, parce qu'on a quand même 100 000 milliards de bactéries, 10 fois plus environ que toutes nos cellules. Donc on est plus un être bactérien que cellulaire. Et bien qu'est-ce qui se passe ? C'est pareil, ça va déséquilibrer cet écosystème qui est très fragile. On va nourrir des bactéries de putréfaction. On en a tous, mais ils doivent être en petit nombre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Elles vont proliférer parce qu'elles vont décomposer ces aliments. Et donc, ça fait de la même manière des problèmes de gaz et de ballonnement et d'inflammation, et on n'est pas bien. Donc, j'ai l'impression que c'est ce qui est décrit dans la question ici. Et effectivement, on peut avoir un mal-être, ça peut entraîner de la déprime, ça peut aussi entraîner des problèmes de poids. Parce que les problèmes de poids sont souvent liés plus aux bactéries de fermentation. Parce que ce qui se passe, c'est que s'il y a une inflammation, ça va entraîner une résistance à l'insuline, qui est une hormone qui est fabriquée au niveau du pancréas. Et donc, s'il y a une résistance à l'insuline, sur les cellules, on a des récepteurs à insuline. Ce qui va se passer, c'est que ces récepteurs ne sont plus aussi sensibles. Et donc, on ne va plus absorber le sucre qui passe, venant des féculents, des glucides. Et en fait, tout ce sucre, donc on va être fatigué, et tout ce sucre va être emmené via l'insuline, qu'on appelle hormone de stockage au niveau du foie, et ça va être transformé en graisse, pour dire tout simplement, et on va prendre du poids. Voilà. Et donc, effectivement, ces problèmes de dysbiose, donc de déséquilibre du microbiote, effectivement, peuvent être en lien avec une prise de poids. Tu m'avais conseillé de faire le test du bicarbonate justement pour vérifier l'acidité de l'estomac, pour vérifier si on digérait bien, et notamment la digestion des protéines, c'est ça ? Oui, c'est par rapport aux bactéries de putréfaction. Effectivement, il y a beaucoup de personnes, pour diverses raisons. Il faut savoir qu'on a le microbiote, il n'est pas uniquement au niveau du côlon, c'est là où on a la plus importante concentration. Mais il peut remonter donc le côlon, c'est le gros intestin. C'est à la fin. À toute fin. Voilà, mais les bactéries, si elles commencent à pulluler, à devenir en grand nombre, elles peuvent remonter dans l'intestin grêle. Les coquines. Et donc, c'est ce qu'on appelle un SIBO ou un SIFO. On en parle de plus en plus. La personne va ballonner en permanence, en fait. Parce que c'est les mauvaises bactéries qui remontent, c'est pas les bonnes, c'est ça, on est d'accord ? Oui, parce que quand il y a un déséquilibre, c'est parce que les bonnes n'arrivent plus à gérer l'ordre, on va dire. Bien sûr, ouais. Parce que quand le microbiote est équilibré, on n'a pas de soucis de ventre, on va dire. Mais en fait, ces bactéries peuvent remonter dans l'intestin grêle, donc augmenter la concentration de bactéries à cet endroit-là. Mais elles peuvent aussi remonter parce qu'on a aussi un microbiote dans l'estomac qui est assez particulier. Aujourd'hui, il est de plus en plus étudié au niveau scientifique, parce qu'il est en lien avec pas mal de problématiques comme le cancer de l'estomac, ou en vieillissant, ça entraîne aussi des déséquilibres du microbiote qui peuvent entraîner des carences en B12, qui peuvent entraîner de l'ostéoporose. C'est aussi en lien avec des maladies auto-immunes comme Hashimoto. Voilà, il y a pas mal de choses sur le sujet, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces bactéries, elles peuvent remonter aussi dans l'estomac, changer le pH, parce que le pH, on a un pH qui est différent aux différents endroits du tube digestif, au niveau de la digestion. Et le seul endroit où on a un pH acide, c'est au niveau de l'estomac, où le pH est entre 2 et 3. Donc c'est hyper acide. Mais pourquoi ? Il y a une raison, en fait, l'estomac se protège avec du mucus, parce que sinon il y aurait des trous, il se boufferait. Le truc horrible, ouais, c'est clair. Voilà, parce que c'est vraiment de l'acide chlorhydrique. Mais pourquoi c'est bien fait ? Déjà, c'est pour... ça va aseptiser les aliments, voilà, s'il y a des bactéries pathogènes, des virus. Ça fait un premier tri, quoi. Voilà, même un gros tri. Et surtout, il faut savoir qu'on fabrique des enzymes au niveau de l'estomac, la pepsine, qui est là pour dénaturer les protéines. Donc les protéines doivent être coupées, c'est comme des colliers de perles où on doit couper les liens comme des ciseaux. C'est l'acide qui va permettre ça. Et l'acide, en fait, permet la fabrication d'enzymes, donc de pepsine. Et donc, si on n'a pas d'acide, on ne va pas fabriquer de pepsine. Ah, donc ça va rester en gros collier et on va mal le digérer. Et on va mal digérer, et surtout, ça va créer des problèmes d'hypersensibilité alimentaire. Parce qu'il suffit que vous ayez la muqueuse intestinale qui est hyper perméable. Donc, on a en fait entre chaque cellule de l'intestin une sorte de pont-levis
qu'on appelle un complexe jonctionnel serré, s'il est ouvert, vous allez faire rentrer des protéines mal découpées. Et c'est ça qui va en fait stimuler le système immunitaire et vous allez fabriquer des anticorps contre ces protéines. En gros, ce n'est pas les aliments qui sont en cause, c'est le fait que la digestion s'est mal déroulée et que l'intestin ne joue plus son rôle de barrière. Donc ça va créer ce qu'on appelle des hypersensibilités alimentaires ou des allergies de type 3. Oui, en fait, ça passe dans le sang. Parce qu'en fait, on doit découper la digestion, c'est une digestion, c'est mécanique et chimique. Et à la fin, on doit retrouver dans le sang que des petites molécules. C'est comme si ce qu'on mangeait, c'était des constructions de Lego. Ouais, on aime bien les petits exemples comme ça. Voilà, donc des châteaux forts, je ne sais pas ce que vous aimez, voilà. Et que ce qui doit passer au niveau de la muqueuse intestinale par ces ponts-levis, par ces complexes jonctionnels serrés, c'est uniquement les briques des Lego. Voilà. Voilà. Qui sont les aliments. Voilà, mais découpés. Voilà. En fait, le corps a un dictionnaire, on va dire, pour ces briques. Et ces briques, en fait, vont permettre la construction de nouvelles protéines. Donc ces nouvelles protéines, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on se renouvelle en permanence. On n'est jamais la même personne. Hein. C'est à peu près 2 300 000 cellules qui sont renouvelées en 1 seconde. Hein, ça fait à peu près... donc c'est énorme. Ouais. Hein, c'est pour ça que je dis toujours, vous pouvez vous regarder dans la glace aujourd'hui et demain à la même heure, vous n'êtes plus du tout la même personne, d'où l'importance de ce que vous mangez, mais aussi comment vous digérez. Parce qu'on peut bien manger, mais si on digère super mal, il n'y a rien qui passe. Ouais, c'est ça. Et ça crée des inflammations. Parce qu'effectivement, si ce n'est pas découpé, donc le corps a comme dictionnaire ces briques. Si ces briques-là, il passe, c'est super, il va pouvoir faire lui des autres constructions de Lego, et qui fait qu'on est ce que l'on est. Hein. Ouais. On est tous uniques et voilà. Donc, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si c'est pas découpé en briques, mais que c'est des morceaux de la construction, qui passent, là, ça va pas être reconnu. Donc, Mayday. Voilà, ça va être tagué parce que c'est en fait notre première barrière immunitaire, c'est l'intestin. Si elle joue pas son rôle de barrière, c'est les problèmes d'immunité, donc problèmes d'allergie, mais problèmes de maladies auto-immunes, mais de cancer, de maladies neurodégénératives. Voilà, ça peut être des problèmes bien plus graves. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Le corps va fabriquer ce qu'on appelle des anticorps. On appelle ça plus scientifiquement des immunoglobulines. Ce sont des anticorps pour attaquer ces peptides. C'est des fragments protéiques qui sont passés. Et en fait, l'anticorps va permettre de les détruire. Donc, on s'attaque en fait à des choses auxquelles on ne devrait pas s'attaquer. Voilà. Et le problème, c'est que si les ponts-levis sont ouverts, des virus, des bactéries pathogènes vont aussi rentrer. C'est comme si chez vous, le matin, avant de partir au boulot, vous laissiez votre porte ouverte. Hein, donc, voilà, il peut y avoir des gentils ou des méchants qui rentrent. Voilà. Oui, c'est ça. Par exemple, tu vas manger ton petit bout de tofu. Si tu ne te digères pas bien, il va pas être décomposé en petits bouts de collier. Ça va rester en gros bouts. Et donc, du coup, le corps va le reconnaître comme quelque chose de pathogène ou de toxique, quoi. Donc, c'est un peu le principe des maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes, donc il faut avoir... on parle de polymorphisme génétique, c'est-à-dire qu'on est tous uniques. Totalement. On est tous... C'est la bio-individualité. Voilà, on a le même code génétique, hein, mais on ne se ressemble pas du tout, hein, Léna, on est d'accord. Ouais. Hein, parce qu'effectivement, on a reçu, pour chaque élément de notre corps, on a reçu une recette de notre père et une recette de notre mère. Un petit mélange, ouais, tout à fait. Voilà, et ça, c'est sur 22 000 recettes. Par rapport à quoi ? Au niveau du code. D'accord. Voilà. Ce qui fait que même si on a reçu une recette, on va parler de la mousse au chocolat, vous avez reçu une recette mousse au chocolat de votre maman, une recette de mousse au chocolat de votre papa. Il y en a une qui est super bonne, une moins bonne, ça fera une mousse au chocolat. Après, on peut en recevoir 2 moins bonnes, ce qui fait, si vous voulez, que même si la mousse au chocolat, c'est une mousse au chocolat, elle va pas être très bonne, mais elle reste une mousse au chocolat. Pourquoi j'ai pris cet exemple ? C'est que, voilà, on a tous des faiblesses, mais c'est pas les mêmes. Ouais. Parce que, voilà, on peut avoir, par exemple, les enzymes du foie, qu'on appelle les P450, certaines personnes peuvent avoir des enzymes qui ne sont pas top, qui font qu'ils ne vont pas bien détoxifier. Et on n'est pas tous égaux. Oui, moi je le vois avec mon chéri qui, comme je te disais la dernière fois, qui digère super bien, qui n'a aucun souci. Il pète un peu, bien évidemment, mais à part ça, il n'est jamais ballonné, ça ne lui arrive pas, quoi. Et moi, je mange, 2-3 trucs, et ça y est, femme enceinte, quoi. C'est impressionnant, la différence. Je sais que toute sa famille digère très bien.
Oui, parce qu'il a un bon microbiote. Bah ouais. Voilà. Le salaud. Voilà. Mais on peut le réparer, le microbiote. Voilà. Alors oui, donc reparlons du Oui, test on s'est un petit peu éloigné. Voilà, reparlons du test de bicarbonate de soude, parce que c'est hyper intéressant, on peut faire ça facilement chez soi. Comment ça se passe? Oui, alors c'est intéressant. Déjà, comme je dis, pour bien digérer, il faut déjà bien mastiquer. Ouais. Ça démarre par la bouche. Donc pas manger en étant hyper stressé. Voilà. Et en plus, si on est stressé, on va fabriquer de l'acide en permanence toute la journée. On n'en aura plus dans l'estomac au moment où on va digérer. Ah, intéressant. Voilà. C'est comme la bile, se faire de la bile. Oui, exactement. Voilà, ça fait qu'on n'a plus de bile. On va se faire de la bile toute la journée. Et donc, on aura... Et c'est vrai, c'est pas juste une expression marrante. Ouais. C'est que quand on va vouloir digérer, on n'aura plus de bile pour digérer les graisses. Mm. Et donc, à chaque fois, il y a des personnes qui vont dire moi, quand je mange la graisse, ça me reste, c'est pas possible. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, c'est juste pour vous expliquer que aussi la gestion du stress est hyper importante pour bien digérer et que ça a un impact sur le microbiote, sur le tube digestif aussi. Ouais. Mais pour revenir, alors le test du bicarbonate, on prend 1/4 à une demi-cuillère à café. Moi j'en avais mis une entière la dernière fois. Ouais, bah ça veut dire que voilà. Ouais, ça veut bien dire que mais normalement, c'est vrai que je dis souvent une demi-cuillère à café, mais normalement on devrait prendre 1/4 de cuillère à café. Ouais. Bon, de Donc, toute façon, vous pouvez faire ça la première fois pour voir. Voilà, prenez 1/4 de cuillère à café de bicarbonate que vous mettez dans un verre d'eau le matin à jeun. Normalement, quand on se réveille le matin, on doit avoir de l'acide dans l'estomac. On n'a rien mangé, on n'a rien pris. Donc, il y a une production d'acide. Donc, ce qui se passe, c'est quand on prend ça, comme le pH du bicarbonate est très alcalin, le fait de le mettre en contact avec de l'acide, quand il va arriver dans l'estomac, ça va faire une réaction chimique. Et donc, on va faire un RAW. Voilà. Et normalement, on doit faire le RAW entre 1 à 2 minutes. Voilà. Mais on peut ne pas en faire. Voilà, moi je ne l'ai jamais fait. Voilà. Littéralement, j'ai essayé 2 jours de suite et le Rhône n'est jamais venu. Et j'ai comparé avec mon chéri, lui c'est venu au bout de 10 minutes, je crois à peu près. Donc même lui pourtant, mais c'est venu. Ouais. Donc ça veut dire que voilà, il faut lui non voir, plus, il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait, voilà. Ouais. Mais normalement, non, on doit le faire très rapidement. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens finalement qui rotent très facilement? Oui. Ouais. Parce que ma sœur, pareil, pas de RAW non plus, inexistant. Et ben c'est ce qui explique aussi des problèmes après au niveau du ventre. Parce que souvent on se focalise que sur le ventre et on oublie que en fait la digestion c'est un travail à la chaîne. Et donc chaque étape n'est pas remplaçable. C'est-à-dire ce qui n'a pas été fait à un moment donné ne sera pas fait à l'étape suivante. Parce que même s'il y a des enzymes pour digérer après dans l'estomac, dans l'intestin aussi pour digérer les protéines, il y en a beaucoup moins. Et voilà, il y a une étape qui a été sautée, c'est pas les mêmes. Voilà. Et la digestion, on se rend pas compte l'importance que ça a, mais ça peut expliquer énormément de problématiques de santé. Parce que si on digère mal, on va absorber mal, on va être fatigué, on peut être déprimé. Ouais. Si on n'a pas d'acide dans l'estomac, on va être carencé en fer. On va aussi avoir des problèmes de B12, même si on mange de la viande. Moi, je vois beaucoup de personnes qui sont omnivores et qui ont des carences en vitamine B12, donc ça peut entraîner des dépressions. Ouais. Et ça peut être lié aussi à une candidose, parce que la candidose peut effectivement changer le pH, entraîner ce qu'on appelle une pullulation au niveau de l'intestin, grêle, et remonter au niveau de l'estomac. Et dans ces cas-là, effectivement, on n'a plus d'acide. On peut être déprimé, on peut avoir de la fatigue, ça peut entraîner plein de problématiques différentes. Alors bien sûr, j'imagine qu'il faut aller voir une personne comme toi, un spécialiste, un nutrithérapeute, une naturopathe pour faire ces tests qui s'avèrent être vraiment utiles pour savoir ce qu'on a et mettre le doigt dessus. Mais est-ce qu'il y a des petits trucs dans le quotidien qu'on peut faire qui peuvent améliorer notre digestion? Tout à fait, déjà mastiquer. Ouais. Le test du bicarbonate, ça on peut le faire tout seul. Ouais, moi on fait le point, ouais. Voilà. Est-ce qu'on mange moins de protéines dans ces cas-là si on les digère pas bien, ou on prend des enzymes? Qu'est-ce qu'on fait? C'est mieux de prendre de la bétaïne ACL. Il y a plusieurs labos qui en font. C'est de l'acide. De prendre une petite salade avec du vinaigre. Oui, de la mâche ou ce genre de choses, c'est ça? Oui, ou une crudité. Avec le fait de rajouter du vinaigre de cidre, ça acidifie aussi. Alors, est-ce qu'on pourrait pas commencer un repas avec une cuillère à soupe? Tu sais, on boit une cuillère à soupe avec un peu d'eau avant chaque repas, peut-être? Ça peut aussi. Après, ce qui fonctionne le mieux, c'est quand même la bétaïne ACL. Voilà, parce qui que est sous forme d'enzyme. Tout le monde ne supporte pas le vinaigre. Ouais. Voilà. Moi, j'aime bien, je trouve ça plutôt bon. Je le fais pas souvent, mais je vais peut-être refaire ça vu que je digère pas bien les protéines, justement. Après, il faut trouver ce qui convient le mieux. Mais en fait, il y a un problème au niveau... on peut le faire soi-même, tout seul. Il y a déjà des choses.
mastiquer aussi, comme je disais. Et puis après, après le test, c'est important de le faire quand même. Bah voilà, exactement, pour savoir où c'est. Voilà. Mais c'est vrai que... Je travaille même avec des tests plus poussés dans certains cas, où je fais en fait, aujourd'hui, c'est le test le plus poussé qu'on a aujourd'hui sur le marché au niveau du microbiote, c'est le séquençage du génome de nos bactéries. Ça permet de savoir, parce que les analyses de sel, c'est pas fiable. C'est pour ça, l'analyse qu'on a vue tout à l'heure des métabolites fongiques ou bactériens, c'est une analyse d'urine. C'est-à-dire qu'il faut manger de tout avant. Parce que si on fait un jeûne ou on fait une restriction, on ne va pas manger de féculents, par exemple, de sucre, tout ça, ça va fausser le test. Donc ça a quand même un certain montant, ce type de test, donc il faut... c'est ça le problème aussi, c'est qu'il y a peu de gens qui peuvent quand même s'accorder ça coûte une blinde. Et je trouve ça tellement dommage que ça ne soit pas remboursé ou que la mutuelle participe pas, parce que c'est le futur, quoi. C'est le microbiote, c'est tout ce qui se passe dans le bidou. Oui, mais ça, c'est pas à moi qu'il faut... Ouais, j'espère que ça viendra, mais c'est vrai que mine de rien, je pense que ça vaut la peine quand t'as vraiment des problèmes chroniques, parce que tu peux mettre le doigt sur les problèmes. Voilà, on le fait une fois. Je pense que derrière, après, c'est vrai que tout le monde peut pas se permettre... Mais on le fait une seule fois, et après, si ça règle des problèmes qu'on a depuis 5 ou 10 ans... Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Je pense qu'on achète à des fois des choses, où on fait des voyages, où on fait des choses... ou un iPhone à 800 balles, là tu peux faire tes tests, tu peux en faire 2 ou 3. Je pense que la santé n'a pas de prix. Moi qui ai eu des gros problèmes de santé, je peux dire que moi, pour moi, c'est vraiment mon budget numéro 1. Oui, c'est exactement ça. Et je pense que le problème, c'est que c'est les priorités. Où on met les priorités. Je ne suis pas pour que tout soit remboursé, en fait. Parce que quand c'est remboursé, on pense que c'est acquis, en fait. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Un peu plus de participation quand même, ça me ferait pas de mal. Oui, je sais bien, mais déjà, la micronutrition, tout ça, c'est pas remboursé. Donc, voilà, ça, c'est pas... J'espère que le futur, ça nous aidera un petit peu plus, quoi. En Suisse, on est beaucoup plus avancé, c'est remboursé, ces choses-là. Mais bon, en France, voilà, c'est comme ça. Moi, je suis pas là. Non, mais c'est vrai qu'il faut prendre, tu vois, par exemple, l'acupuncture ou ce genre de choses, il faut plus prendre ça comme une séance massage en termes d'investissement pour son bien-être, etc., plutôt que se dire, allez, fais chier, faut que j'aille me faire une séance d'acupuncture parce que je me sens pas bien. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis d'accord, c'est comme un investissement, comme quand tu irais en vacances ou en week-end. C'est un capital santé. Après, il faut bien réfléchir à qu'est-ce que ça va apporter et comment ça va régler les problèmes. Mais de toute façon, régler les problèmes d'intestin, il y a un investissement à faire. Et ça, je le dis bien, parce que ça va passer par changer son alimentation, peut-être de meilleure qualité, donc peut-être pas le même prix que ce qui est aujourd'hui. Et puis derrière aussi, ça va passer par certains compléments nutritionnels pour aider, donc c'est aussi un certain coût. Donc quand on va sur cette démarche, il faut en être convaincu. Voilà, et si effectivement on commence à dire c'est trop cher, je peux pas, moi j'ai des personnes qui ont des revenus très bas et qui viennent me voir, je suis des enfants autistes, et on arrive toujours à trouver les analyses en priorité, les choses. Oui, c'est ça. On regarde par priorité par rapport à ce que la personne peut faire. Mais voilà, il faut savoir que la santé a pas de prix. Et si, vous voyez, quand je vois des enfants autistes et que je les vois complètement changer de comportement, etc., ça n'a pas de prix, en fait. Ouais, c'est clair, tu m'étonnes. Voilà. Et ça, rien ne pourra le remplacer. Il faut en être convaincu. Et malheureusement, effectivement, je dirais que s'occuper de la santé, c'est à 2 vitesses aujourd'hui, en France. Voilà. C'est-à-dire ? Il va avoir le fait d'aller pour des maux, des symptômes, ou faire de la prévention, travailler, et ça, c'est pas pris en compte aujourd'hui. Et en fait, sur lequel je travaille, c'est normalement plus de la prévention. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus utilisé dans des problématiques de santé. Une question par rapport aux femmes enceintes, ou alors les futures femmes enceintes, comment booster sa fertilité ? Et il y a une autre d'ailleurs qui m'a demandé des conseils en alimentation pour avoir une meilleure fertilité. D'accord. Alors, les problèmes, la fertilité, souvent, on retrouve... j'ai des personnes qui viennent me voir qui n'arrivent pas à tomber enceinte. Souvent, on retrouve aussi des problèmes... Alors, il y a souvent des carences en zinc. Donc, le zinc est très important. Même pour les hommes aussi, parce que la fertilité, c'est pas que les femmes. Donc, le zinc est aussi important pour son partenaire. Ce qui est important également, le magnésium. Parce que si vous avez un boulot hyper stressant, vous êtes hyper fatigué, vous êtes hyper speed, tout ça, vous, en fait, vous consommez beaucoup plus de magnésium que la normale.
Il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont besoin de magnésium. Voilà. Et on peut, donc en prenant soit du bisglycinate ou du glycérophosphate de magnésium, en tous les cas un magnésium qui n'est pas laxatif et qui est bien toléré et assimilable, associé à de la vitamine B6, c'est important, souvent c'est associé aussi avec la taurine. Ouais. Souvent les gens ont peur de la taurine, mais c'est un acide aminé, hein, c'est pas un excitant. Hein. J'ai eu souvent des remarques, non, mais je peux pas prendre votre Je fais pas dormir de la complément nuit. parce qu'il m'empêche de dormir. Ben, je dis non, la taurine n'est pas un excitant du tout. Hein. C'est dans le Red Bull, c'est pas ça qui, c'est la caféine. Hein. Je sais pas pourquoi, mais ça a cette réputation. C'est parce que ça s'appelle taurine, on pense à taureau, je sais pas, j'en sais rien. J'ai déjà eu pas mal de questions sur le sujet. Ouais. Hein. Mais c'est un acide aminé comme la glutamine, voilà. Comme le tryptophane, comme la leucine. Voilà, c'est un acide aminé, c'est une brique. Ouais. Et c'est un épargneur du magnésium. C'est pour ça qu'on l'intègre. Épargneur ? Oui. Il va épargner, en fait. Il va aider, en fait, à pas... d'accord, à le protéger pour qu'il puisse être bien assimilé. Voilà. Parce que... voilà, quand on prend du magnésium, souvent, il faut prendre quand même des doses assez importantes, mais il faut répartir en 2 ou 3 fois dans la journée. Ah ouais ? Moi, j'en prends 3 d'un coup. Parce que si vous dépassez une certaine limite, après, c'est éliminé dans les urines. D'accord. Ça dépend du dosage. On peut prendre en une fois 300 mg et on peut prendre au maximum, je dirais, 3 fois 300 mg. Ça peut être 900 mg sur la journée. D'accord. On peut faire ça pendant 1 mois pour se recharger à fond. Puis après, on descend à 600 mg en 2 fois. Et puis après, on peut descendre à 300 mg. Et d'ailleurs, de manière générale, une cure de magnésium, ça serait tous les combien ? Tous les 4-5 mois ? Si on a une vie très speed, c'est en permanence. Moi, je prends du magnésium pratiquement tous les jours, sauf quand je suis en vacances ou quand je suis très cool, voilà. Moi, souvent, pour mes compléments alimentaires, je fais une pause le week-end parce que je suis souvent pas là. Oui. Je m'embête pas, comme ça, je me dis, ça fait une pause, hop. Oui, parce que le week-end, on peut être plus cool. Après, quand je dis en permanence, c'est pas, je veux dire, pendant 3 mois, puis après on attend, on refait, quoi. C'est régulièrement. C'est régulièrement, surtout actuellement. Ouais. Et surtout si tu veux être enceinte, donc. C'est important. Après, il ne faut pas être carencé en fer, en B9, mais ça, souvent, c'est des choses qu'on regarde. Ouais. La B12 est importante aussi. Donc, il y a plein de choses. Si on a un microbiote, on peut avoir une candidose aussi qui peut empêcher de tomber enceinte. Donc, ça va loin, hein, la candidose, les effets de la candidose. Oui, la candidose entraîne des problèmes d'infertilité. Ouais. Voilà, donc il faudra traiter le microbiote. Donc il y a beaucoup de choses à regarder en fait. Il y a la B6 aussi à prendre, non ? J'imagine. La B6, oui, elle est importante, mais elle est liée au magnésium. Souvent dans tous les compléments qui sont bien faits sur le marché, il y a de la B6. Donc si on récapitule, donc on a du zinc, il faut vérifier le fer, la B9, la B6, le magnésium. Alors le magnésium, il ne faut pas le vérifier dans une analyse parce que ce n'est pas fiable. D'accord. De toute façon, si tu en prends régulièrement... C'est plus comment vous allez vous sentir. On voit assez rapidement les bienfaits du magnésium. Est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent booster un peu la fertilité ? Alors après, il y a des aliments, on parle de super aliments comme le maca. Ouais, je pensais à la maca, c'est tellement bon en plus. Voilà, on peut prendre un peu de maca, c'est un régulateur hormonal aussi de manière générale. Donc ça peut être intéressant. Et puis après, ça dépend de la personne, de son hygiène de vie. Oui, finalement, il faut remanger comme tu l'as dit justement avant, parce que d'ailleurs, il me semble que le sucre... Si elle mange beaucoup de sucre, tout ça, s'il y a des problèmes de candidose, ça ne va pas aider. Et surtout, la candidose, elle se transmet. Il y a des bébés qui naissent avec une candidose. Oh là là. Donc le problème, c'est qu'ils vont avoir des soucis d'allergie et on peut retrouver après... donc c'est important de traiter ça de toute façon avant de tomber enceinte. Ouais. Et après, ce qui est important aussi, avant... d'avoir envie de tomber enceinte, ça peut être important parce que suivant la personne, si elle mange de manière industrielle, donc c'est pas des produits bio, donc on a une charge en toxique importante, donc tout va être largué au niveau du placenta. Donc ce qui est déjà important avant de tomber enceinte, ça peut être intéressant de faire une détoxification. Et pas quand je parle d'une détox, c'est utiliser certains micronutriments importants au niveau du foie pour aider. Pour aider le corps, quoi. Voilà. Ça peut être intéressant de le faire et puis après vraiment de se donner les chances en faisant tout ça normalement des problèmes d'infertilité on peut les régler sur au maximum 1 an.
Et puis je dirais aussi qu'à mon avis, il y a un gros plan psychologique à rajouter. Il faut éviter le stress au maximum. Il faut méditer ou passer des bons moments en prenant le temps de se sentir bien. C'est hyper important parce que si le corps il est en alerte, il va rien se passer. Oui, déjà, il n'y aura pas de magnésium non plus. Voilà. Si on est en alerte en permanence, puis si on ne mange pas équilibré, s'il n'y a pas assez de protéines, tout ça, ça va créer des problématiques aussi. Ouais. La B12 est hyper important aussi pour construire un bébé. Ouais. Alors passons sur une question cétogène. Si on est vegan et céto, quelle source de protéines pour couvrir l'apport des 8 acides aminés essentiels ? Est-ce que vous avez des idées d'assiettes équilibrées ? Et c'est vrai que moi au début, quand j'avais fait mon régime cétogène, je m'étais posé la question, à part le tofu, il y a quoi ? Bon, il y a plus de choses que ce qu'on croit. Le soja est intéressant. Souvent, on a peur du soja. Mais c'est clair, moi j'avais tellement peur du soja, alors qu'en fait maintenant j'assume totalement, je suis une femme à tofu, c'est tellement bon. Moi j'en mange tous les jours et ça me pose pas de problème. Mon mari aussi. Donc, il y a plein de gens qui disent aussi que c'est très allergène, ça par contre c'est vrai, non ? Sincèrement, moi je fais des tests d'hypersensibilité en permanence toute la journée, je travaille aussi avec des enfants autistes, c'est pas ce qui sort. J'ai plus de soucis avec les amandes qu'avec le soja. Ou le blanc d'œuf, ce genre de choses. Le blanc d'œuf, ouais. Classique. Le blanc d'œuf. Je crois que ça m'est arrivé peut-être une fois et chez un enfant autiste d'avoir un problème avec le soja. Mais c'est hyper rare. Parce qu'il y a beaucoup de preuves scientifiques qui nous montrent que le soja est bon pour la santé. Bien sûr qu'il ne faut pas qu'il soit rempli d'OGM, mais si c'est sur le sol français, là dans le sud, c'est bon, on peut le consommer de manière quotidienne. C'est parce qu'on disait que c'était un phytoœstrogène. En fait, c'est un SERM. C'est-à-dire c'est un modulateur des récepteurs à oestrogène. Donc, il inhibe en fait différentes choses, mais c'est un anti-cancer, il faut le savoir. Donc ça protège du cancer du sein, c'est quand même intéressant parce que c'est quand même un cancer qui est quand même important, où il y a beaucoup de femmes qui peuvent être touchées dans leur vie. Bien sûr. Le cancer de la prostate aussi, mais même tous les cancers hormonodépendants, mais même d'autres cancers. Et quand on est dans une phase aussi, je travaille beaucoup sur le cancer, je donne même pas que sur le cancer du sein, je donne du soja à prendre. Alors il y a eu beaucoup d'études sur la génistéine, qui est un polyphénol. Mais c'est pas la seule substance active du soja. Et on n'est pas obligé de le prendre lactofermenté. D'accord, parce qu'il y avait des gens qui expliquaient qu'il faut manger que du tempeh ou du miso parce que c'est le lactofermenté, donc ça va être meilleur pour la santé. Oui, parce qu'on disait ça, et moi, il y a quelques années, c'est ce que je croyais aussi. Ouais. Mais c'est parce qu'on disait ça, un peu aussi dans des écoles naturopathie, et où je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont véhiculées contre le soja à ce niveau-là, et c'est dommage, parce que quand on regarde des études, c'est pas vrai. Ouais. Oui, maintenant, il y a vraiment des études qui prouvent que tout va bien. C'est super intéressant, c'est un super aliment. Il faut le voir comme ça. Moi, je le vois comme un super aliment. En fait, il faut savoir qu'une femme, ça agit en fait à plusieurs niveaux. C'est-à-dire quelqu'un qui va être carencé en oestrogène, ça va permettre de le remonter. Et quelqu'un qui a trop d'oestrogène, parce qu'il faut les métaboliser, les éliminer, ils peuvent être métabolisés par des voies qui sont cancérigènes. Ça va empêcher en fait les oestrogènes toxiques d'agir. Donc ça va la protéger. Ouais, c'est comme un régulateur un peu. Voilà, c'est un régulateur. C'est pour ça qu'on appelle ça un SERM. Donc manger du tofu, du soja, du tempeh, c'est super bon. Et ça protège, voilà. Mais même quand n'importe quel type de cancer, en prendre pendant sa chimio, sa radiothérapie, c'est hyper intéressant parce que ça inhibe en fait certains récepteurs qui sont proliférateurs de cellulaires. D'accord. Donc, il y a de plus en plus d'études sur le sujet. En fait, moi, la génistéine, le soja, je le place au même niveau que le thé vert, au même niveau que le cacao cru, en termes de... d'antioxydants. Ouais. Donc, voilà, quand je vois... C'est vrai que des fois, j'ai des personnes qui viennent me voir. « Ah non, je ne mangerai jamais de soja. Donc, j'ai trop peur. » Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont eu un cancer du sein où leur oncologue leur a dit ça. Et donc, effectivement, ils ont une grande peur. Ce que je peux comprendre. Mais en fait, c'est tout le contraire. Donc, ça protège, ça empêche les récidives. Ouais. Et les études le prouvent, donc c'est rassurant. Voilà, il y a de plus en plus d'études sur le sujet. Voilà, et il faut savoir que dans les pays asiatiques... C'est ça, ils en prenaient tout le temps. Et c'est là où il y a le moins de cancer. Voilà, ça va changer parce qu'ils commencent à changer leur alimentation. Oui, ils mangent pas mal de viande maintenant. Et produits laitiers. Voilà, c'est là où il y a le moins de cancer hormonodépendants. Et puis également, c'est là où ils ont les os les plus solides. C'est aussi le soja, aussi, surtout sous forme de natto, qui est une forme fermentée. Mais ça, j'en trouve pas, ça. Oui, on trouve ça sur Internet. Alors, je vais faire une petite pub. Il y a
Il y a un site qui est très bien, je les connais, ça s'appelle le natto du dragon. C'est le seul natto bio, il faut commander sur Internet. Ouais. Après, vous pouvez le congeler. Donc vous pouvez après, la première fois, si vous n'en avez jamais mangé, préférez en prendre une boîte. Alors, Parce que c'est très particulier. Moi, j'adore, mais il y a quoi, quelques années, quand j'avais goûté, j'avais pas aimé du tout. Hein. Ouais. Et ça ressemble à quoi, le goût? Ça ressemble à du fromage un petit peu fort. Ouais. Voilà. Je dirais pas du camembert un peu ou du maroilles, mais un peu quand même, ça me fait penser à ça. Et c'est surtout, c'est pas le goût en fait, donc c'est un goût de fromage, mais bon, ça va, ça c'est pas... Mais c'est surtout que c'est pas du tout comme on a l'habitude, c'est-à-dire que quand c'est les grains de soja qui sont avec cette bactérie, qui sont fermentés, en fait, ça entraîne des filaments. C'est un peu comme du chewing-gum. Oui, on dirait un truc gluant. En fait, on dirait des cacahuètes gluantes. Quand vous prenez votre fourchette et que vous l'amenez à votre bouche, en fait, vous avez les filaments qui sont là. Alors forcément, ça peut répugner la première fois et on se dit, je vais pas manger ça. Voilà. Donc, en fait, c'est super bon. En fait, c'est l'aliment le plus riche en vitamine K2 qui a des actions au niveau du cœur, très importantes, mais au niveau des os. Donc, il y a beaucoup de problèmes de déminéralisation qui ne sont pas liés qu'à la vitamine D, mais à la vitamine K2. Et c'est l'aliment le plus... Donc, moi, j'en mange au moins 1 fois ou 2 par mois, quoi. D'accord, donc si vous aimez le fromage... Voilà. Mais je voulais tenter, donc c'est bien que tu me donnes ce site. Et d'ailleurs, ils font depuis peu des paillettes, parce que comme les gens n'aimaient pas trop, ils ont desséché. Et donc, vous pouvez mettre ça sur les légumes. Et ça donne un goût de levure de bière. Ah, c'est super, un petit goût fromager sur tes pâtes au pois chiches. C'est super bon. Et là, il n'y a pas de problème de... Voilà. D'accord, super. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Et c'est un aliment qui est hyper riche en protéines, en enzymes, il y a plein de choses. Mais c'est ça qui est... Voilà, il n'y a pas de gluten. Voilà. C'est ça qui est génial, c'est qu'on croyait pendant des années, et il y en a encore beaucoup qui croient que l'ostéoporose, si tu bois pas de lait, tu vas forcément souffrir de ça, mais justement, c'est l'inverse. Oui, parce qu'en fait, les produits laitiers sont très riches en phosphate, qui est très acidifiant, comme le Coca-Cola. Donc le Coca-Cola, les produits laitiers, ça acidifie l'organisme, et en fait, on a un pH, et donc notre réserve basique, elle est dans les os, donc les dents, les cheveux. Et donc, on va aller rechercher pour rééquilibrer notre pH. Dans les os. On va aller chercher dans les os ces bases. Voilà. Alors que ça on va se déminéraliser. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut manger plutôt, faire attention à l'équilibre acido-basique. D'où l'importance de manger des légumes, des amandes, si on peut en manger, ou des fruits qui sont bien mûrs, si on n'est pas en cétogène. Voilà. Et donc, du coup, pour en venir aux véganes et cétogènes, à part le tofu, qu'est-ce qu'on peut manger comme protéines ? Il y a quand même déjà... dans le cétogène, c'est une alimentation qui est grasse. Donc, il y a pas mal de purées d'oléagineux. Ouais, qui contient pas mal de protéines. Voilà. Donc, vous allez avoir les purées de... On peut manger de la purée de cacahuètes, la purée de noix. D'amandes. La purée d'amandes, voilà, déjà. Après, il y a les graines de chanvre décortiquées, qui sont hyper intéressantes parce qu'il y a des oméga 3, il y a du GLA qui est aussi intéressant au niveau de l'équilibre des processus inflammatoires. Moi, j'en saupoudre dans mes salades. Voilà. C'est très bon d'ailleurs. Après, vous avez des protéines végétales en poudre aussi. Ouais, il y a plein de marques. Pois, chanvre, voilà. Après, il faut trouver celle qui vous convient. Après, vous avez la farine d'amande, qui est très protéinée en fait. C'est aussi de la même manière. Donc, on peut l'utiliser pour faire des petits pains cétogènes, qui fait que ça fait des petits pains protéinés. Ouais, c'est pas mal le coup des petits pains. Voilà, donc ça fait des protéines. Il y a la farine de lupin qu'on peut utiliser aussi, qui est protéinée. Donc il y a quand même beaucoup de sources en fait. Puis au final, c'est assez dans une journée. On en mange trop des protéines de manière générale. Oui, et ça monte assez vite. Déjà, une dose de protéines, c'est 19 grammes en poudre. Ouais. De tempeh, je crois que c'est 19 grammes à peu près de protéines. Donc, t'en fais 2, t'en es déjà à beaucoup, là. Tout à fait. Et puis, plus les oléagineux, on peut monter très, très rapidement. Ouais. Il n'y a aucun souci. Il y a cette espèce de stress de on va pas manger assez de protéines, mais on en mange trop. C'est vrai que souvent, le végétalisme, il est vu de manière très extrême, en fait. Alors que s'il est bien fait, c'est pas du tout extrême, en fait. Totalement. La suite la semaine prochaine. Ciao!